Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et d'autres parfums de l'actualité. La nouvelle expression parle du nord-ouest et sud-ouest. Mission compliquée pour Toumi. C'est le grand titre ce matin. Le journal explique que l'homme de Dieu vient faire au Premier ministre le rapport de la caravane de la paix qu'il a conduit dans le nord-ouest, mais il n'a rien ramené de concret parce qu'il y était donc aussi parti les mains vides. C'est le journal qui propose l'article ce matin en page 3. Le même journal parle également de la crise anglophone, menace sur les humanitaires, avec notamment la guerre qui prend une tournure de plus en plus inquiétante avec l'assassinat du personnel humanitaire en mission pour assister les nécessiteux sur le terrain. C'est en page 2. Le journal parle également des avocats, le barreau du Cameroun avec les avocats sur le pied de guerre. L'article 26 du projet de loi portant promotion des langues officielles au Cameroun est rejeté en bloc par les avocats du Common Law. C'est à lire en page 4 du journal ce matin. Et on parle aussi de l'Afrique du Sud dans ce même journal. Des soucis pour Desmond Tutu. Le prix Nobel de la paix a été hospitalisé au Cap pour une infection tenace. Cette autre icône de la lutte anti-apartheid se souvient toujours de Nelson Mandela. C'est en page 12 du journal disponible en kiosque ce matin. Toujours en kiosque également, on va découvrir le journal Le Quotidien Le Jour qui parle du tribunal. La demande de libération de Mamadou Mota rejetée. Le numéro 2 du mouvement pour la renaissance du Cameroun est maintenu en prison. C'est ce qu'on découvre également dans le journal. Le journal parle également de chronique. Comment le grand Barak a tué Nyangono du Sud. C'est le journal qui propose également l'article ce matin avec d'autres informations aussi. Le quotidien Le Messager qui joue en kiosque parle notamment de justice aux ordres. Pourquoi Mamadou Mota reste en prison? C'est une question également ce matin. Alors, le journal explique que l'audience en habeas corpus d'hier consacrée justement au délibéré de cette affaire a donné lieu à un rejet pur et simple de la requête de mise en liberté du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et compagnie. C'est à découvrir dans le journal. Le journal s'intéresse également aux fêtes de fin d'année avec les opérateurs économiques sous pression en ce moment. Le journal s'intéresse à Bamenda, une nouvelle grève des avocats anglophones. C'est le journal qui propose également le sujet que je vous invite à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire qui en kiosque parle justement d'élections municipales en Konsamba 3e, comment le DAF de l'ECAM favorise son épouse. C'est le journal qui propose le numéro de ce matin et qui s'intéresse justement à cette actualité. On parle de l'Union des populations du Cameroun du PC. Honorable Robert Bapod-Diport dénonce des manœuvres et manipulations. C'est le journal qui propose également l'article ce matin. Mutation parle de promotion des langues officielles. Le pouvoir file à l'anglaise. C'est le journal qui propose également ce titre aussi, parlant notamment de ce qui s'est déroulé justement à la suite de ce qui est dit dans le journal. On peut découvrir d'autres sujets en parlant du terminal à conteneurs de Douala, nouveau round entre le port autonome de Douala et Bolloré. C'est également à lire en page 7 du journal Mutation. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de reconstruction du nord-ouest et sud-ouest. Les partenaires promettent d'ailleurs leur appui. C'est le journal qui propose aussi, après l'assurance qui a été d'ailleurs donnée au cours d'une rencontre hier à Yaoundé, une rencontre présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, John Gouté, et d'autres partenaires également. À la suite de cette rencontre, on a pu comprendre qu'il y a bien de choses qui pourraient être faites donc pour les régions en crise, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce que le journal propose également ce matin. L'Œil du Sahel qui en kiosque parle du Mayo Sava, 17 personnes enlevées par Boko Haram à Mbéché. Un Bréchédian, c'est une autre localité et d'autres informations que je vous invite à lire dans le même journal disponible en kiosque. Le journal s'intéresse à la santé publique. Yagua aura son centre d'hémodialyse bientôt et avec aussi d'autres informations sur le plan financier. Alors, les finances publiques avec les recettes non pétrolières en hausse de 250% entre 2006 et 2018. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. L'économie qui en kiosque parle notamment de coopération. 1000 jeunes entrepreneurs africains attendus au sommet Afrique-France 2020. Et donc, à cette occasion, il sera question pour ces jeunes-là de présenter ce qu'ils savent faire sur le plan de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat jeune, justement, c'est le journal qui propose l'article ce matin. Le même journal a d'autres informations qui concernent aussi l'économie que je vous invite à parcourir ce dernier jour de la semaine avec nos invités déjà sur ce plateau. Georges Semi, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nabo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus dans le cadre de cette édition. Alors, le papier de la presse est avec nous. Bonjour, Kaminele.
Bonjour Flavien Valongo-Dongo, bonjour Georges Semé, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equidox Télévision. Évidemment, la grande information du jour, elle a été rendue publique hier soir, tard dans la nuit, avec ce grand mouvement dans les commandements territoriaux de l'armée et de la gendarmerie. Certainement, comme mon tribune va donner, mais seulement, ça a été un grand mouvement, un grand chambardement. Avec à Douala, on retrouve le général de brigade aérienne, le général de brigade aérienne Eba, et c'est la première fois que la région militaire de Douala est commandée par un militaire de l'armée de l'air, autre qu'un militaire de l'armée de terre, et qui vient remplacer le général Sadi Mohamedou, qui lui est envoyé plutôt du côté de Marois. On voit le général de brigade Esso Jules César qui quitte Bamenda pour se retrouver ici à Marois. Le général le Basal qui quitte Marois pour aller à Garoua. Bref, il y a eu un grand mouvement dans les commandements territoriaux. C'est certainement, oui, rassurer certainement. Moi, je pense que remettre de nouvelles énergies, parce que vous savez très bien qu'aussi bien du côté du sud, nord-ouest que de l'extrême nord, il faut absolument une nouvelle dynamique pour lutter contre ces mouvements de groupes armés et de terrorisme. Donc le général Sali, qui a longtemps eu à bagarrer avec non seulement tout ce qu'il y a comme fighter du côté du sud-ouest et même du nord-ouest, là maintenant il se retrouve maintenant sur un autre terrain, maintenant du côté de Marois, avec Boko Haram. Ok, on verra bien. En tout cas, on attend de voir les choses changer. C'est ce qu'on dit généralement. Le maçon sera jugé au pied du mur. Voilà. Avec vous, nous allons commenter la une de la Nouvelle Expression parlant du nord-ouest et sud-ouest ce matin. Mission compliquée pour Toumi. L'homme de Dieu vient de faire son rapport, vient de rendre son rapport au Premier ministre, la caravane de la paix qu'il a eu à conduire durant des jours, des semaines. Et là, le journal précise qu'il est revenu bredouille comme il est parti. Écoutez, à défaut d'avoir pu organiser la All Conférence anglophone, on lui a donné le grand dialogue national et on l'a mis à la tête d'une caravane de la paix. Il en est allé depuis le 16 novembre dernier et il est revenu il y a quelques jours et il a adressé son rapport au Premier ministre, la personne qu'il a mis à la tête de cette mission. Alors, la Nouvelle Expression dit qu'il est rentré bredouille. Non, je crois qu'on l'a quand même vu avec une énorme liasse de papier. Ça dit qu'il a dû effectuer quelques activités là-bas. Il en a dressé rapport. Et vous savez que dans ce pays, ce type de rapport est tellement vertical que même nous, les journalistes, nous n'avons pas l'attitude d'entrer dans ce secret, dans les secrets de ces rapports. Donc, il a constitué un petit compte rendu qu'il a remis au Premier ministre. Mais déjà, je pense que au regard des acteurs qu'il a rencontrés, c'est-à-dire les autorités administratives et quelques élites de ces régions, mais également des religieux de cette région, le couac, le principal hic, c'est les principaux acteurs même de la crise anglophone qu'il n'a pas pu rencontrer, c'est-à-dire côté opérationnel, les fighters, comme le doyen l'a dit, les bandes armées qui pilulent dans ces deux régions, il ne les a pas rencontrés, alors que ça aurait pu donner une autre connotation à cette mission de la caravane de la paix s'il avait rencontré ces protagonistes. Mais malheureusement, on ne sait pas si on lui a imposé une fin, les fighters lui ont imposé une fin de non-recevoir, ou alors c'est lui personnellement qui n'a pas voulu les rencontrer dans le cadre de cet agenda. Mais je pense quand même que cette mission, à défaut d'être une mission révolutionnaire, a quand même eu un avantage de ce que le cardinal Toumi, hormis le grand dialogue national auquel il a participé, il a également était un acteur majeur dans la recherche, non seulement de la mise sur pied des résolutions du dialogue, mais également dans la recherche de la paix dans le cadre de cette crise. Donc je pense que le rapport tel qu'il a été rendu au Premier ministre, certainement, va appeler certaines décisions qui seront prises dans les prochains jours. Alors, le cardinal Christian Toumi est-il revenu bredouille, comme semble le dire la Nouvelle Expression, de cette mission, de toute façon? Mais il n'est pas revenu bredouille, la preuve, il a rencontré le Premier ministre et il lui a fait un rapport. Et comme l'a dit Georges Semé, il a rencontré des personnes, il a rencontré des élites, il a rencontré des villageois. Il n'a peut-être pas rencontré les fighters parce que ceux-ci n'étaient peut-être pas disposés à les rencontrer. Mais seulement, ce qui est de rassurant dans la démarche du cardinal Toumi, c'est que vous savez très bien qu'avant le grand dialogue national, il était celui qui s'est dit qu'il fallait descendre sur le terrain et avoir les yeux dans les troupes pour comprendre exactement ce qui se passait et à la limite rencontrer les acteurs de cette crise. Donc, moi je pense que c'est plutôt son sentiment d'optimisme, parce qu'il a dit que ça se calme, que ça avance et qu'il y a quand même des choses à faire, notamment, surtout la pierre angulaire, c'est qui est de l'explication et de l'implémentation de ce
que le gouvernement a appelé le statut spécial des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Bref, Monsieur Toumi est descendu sur le terrain, ce qui est déjà quelque chose d'assez bien parce que il allait un peu plus loin que ceux qui non seulement restent sur des claviers, des ordinateurs, ou bien qui vont brailler sur les plateaux de télévision pour parler de la crise anglophone. Lui, il est descendu, il a touché les gens, il a vu les gens, il a pu voir exactement l'état des villages, l'état des lieux. Donc, je pense que ce qu'il a rapporté de là va certainement permettre au chef du gouvernement d'aller un peu plus vite dans la recherche d'une solution rapide ou efficiente, disons efficiente, de cette crise du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, à côté du titre de la nouvelle expression, nord-ouest-sud-ouest, mission compliquée pour le cardinal Christian Toumi, il y a le journal Cameroun Tribune qui parle plutôt de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest avec les partenaires qui promettent leur appui. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour le Cameroun. Et vous vous rappelez qu'au thème du grand dialogue national, le président de la République avait fait un tweet. Il avait dit que les résolutions de ce grand dialogue national allaient être implémentées suivant leur objectivité, leur faisabilité et conformément aux moyens financiers dont dispose l'État du Cameroun. Et nous savons que actuellement le Cameroun est sous ajustement structurel depuis 2016 avec le Fonds monétaire international et il ne dispose pas toujours ces moyens financiers pour implémenter les résolutions du grand dialogue national qui vont coûter beaucoup de milliards de francs CFA. D'où cet appel aux partenaires multilatéraux et bilatéraux du Cameroun afin qu'ils apportent leur pierre à cet édifice. Certains, avant même cette rencontre entre ces diplomates et le Premier ministre, avaient déjà manifesté leur ambition de soutenir financièrement le Cameroun. Mais qu'ils soient réunis cette fois-ci, plus d'une vingtaine, autour de cet idéal, c'est une très bonne chose. Mais on espère simplement que ce ne sera pas une aide conditionnée, qu'elle soit une aide de bonne foi, une aide objective, pas comme on a vu souvent avec ces conditionnalités, ces financements avec conditionnalité où on vous dit, écoutez, on vous donne telle somme d'argent, mais de l'autre côté, il faut d'abord que vous cédez à telle ou telle pression. On le voit avec la Goa, où les États-Unis parlent par exemple des nouveaux droits internationaux. On ne sait pas trop ce que ça veut dire les nouveaux droits internationaux. Et je crois que au niveau de cette aide qu'on attend de nos partenaires multilatéraux, il ne faut pas que ce soit une aide conditionnée, mais simplement qu'ils viennent avec la bonne foi, toute la bonne foi qu'on leur attend, toute l'objectivité, parce que c'est quand même des partenaires de développement du Cameroun. Et on a besoin qu'ils aident le Cameroun à sortir de cette insécurité. Et les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont des pôles de développement qui pourraient intéresser ces partenaires de notre pays. Est-ce que ce n'est pas simplement une annonce simple? Non, c'est pas une annonce. Moi, je pense que les choses sont en train d'avancer. Les choses avancent et le Cameroun, quoi qu'en pensent certains Cassandres qui passent leur temps à couper les cheveux en quatre, le Cameroun recherche vraiment une solution et cette solution-là ne sera pas facile puisque le problème en réalité s'est complexifié sur le terrain. Le problème s'est complexifié avec, je l'ai toujours dit, de nouveaux groupes armés qui n'ont rien à voir avec la sécession, mais qui sont là pour une sorte d'opération de nihilisme, c'est-à-dire que tout brûler, contrôler des territoires et rendre les choses complètement compliquées dans ce pays. On peut bien se demander pourquoi. Il sera difficile de les répertorier, de les mettre autour d'une table et leur demander exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est vrai, il y a des partenaires étrangers qui veulent vraiment, qui souhaitent, et ce n'est que de bonne guerre, que les choses reviennent à la normale. Mais ces choses ne peuvent pas revenir à la normale du jour au lendemain. Ça va être très difficile. Et des initiatives comme celle du cardinal Christian Toumi devraient normalement contribuer à faire avancer les choses d'une manière beaucoup plus efficiente. Alors, donc, Cameroun Tribune qui propose le titre ce matin avec les partenaires qui promettent leur appui dans le cadre de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a, on va réunir la nouvelle expression qui parle donc du barreau du Cameroun avec les avocats sur le biais de guerre. C'est une nouvelle grève. Tous sont contre l'article 26 du projet de loi portant promotion de langue officielle au Cameroun, une loi carrément rejetée. Oui, les toges et les robes se sont secoués depuis qu'on a posé sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi qui porte sur la promotion des langues officielles, le français et l'anglais. Alors du côté du barreau du Cameroun, il y a une session extraordinaire qui a été annoncée, je crois, pour le 11 prochain. Mais également du côté des avocats de la Common Law, ils disent tout simplement que cet article, l'article 26 de ce projet de loi, porte atteinte à leur spécificité et à leur particularisme en tant qu'avocat de la Common Law. Cet article 26 dit à l'alinéa 1 que
les langues officielles que sont l'anglais et le français sont indifféremment utilisées dans les juridictions de droit commun et les juridictions spéciales. Et l'alinéa 2 dit dans le même sens que les décisions de justice sont rendues soit en anglais, soit en français. Alors, il y a eu donc cette levée de bouclier, non seulement de la part du barreau du Cameroun, mais également de la part des avocats de la common law qui estiment qu'on n'a rien compris, que le gouvernement qui a introduit ce projet de loi n'a absolument rien compris de la crise anglophone, parce que c'est encore les problèmes d'implémentation de la common law qui étaient à l'origine de la grande crise anglophone que l'on vit aujourd'hui, avec cette marche qui avait été organisée par les avocats de la common law. Et donc ils estiment que on n'a pas évolué, on cristallise plutôt encore les crispations de ces avocats anglophones en faisant passer un tel projet de loi. Et je pense qu'il y a des tractations qui sont en train d'être menées, et la session d'hier, elle s'est achevée en queue de poisson, parce que finalement ça n'a pas eu lieu et elle a été renvoyée à plus tard. Nous attendons donc que le barreau se réunisse et que les avocats anglophones, qui menacent même déjà d'entrer en grève, donnent leur point de vue afin quand même de faire un peu reculer ce projet de loi qui entache quand même un peu le caractère un pays, deux systèmes que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun, il faut le dire, est un pays qui a deux systèmes, et il faut que dans un tel projet de loi, que ce soit intégré avant qu'il ne soit voté. Alors, Camille, le titre de la nouvelle session me pousse à poser cette question. Est-ce qu'on s'achemine, est-ce qu'on va revivre 2016 par exemple? Parce qu'on sait quand même que c'est parti de là aussi, les revendications des avocats. C'est une question à 1000 francs. Une question à 1000 francs, on verra bien ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends toujours pas jusqu'à présent pourquoi, au moment de régler ce malentendu permanent entre les pratiquants de la common law et l'autre système judiciaire au Cameroun, on ne réunit pas justement et les anglophones et les francophones pour que tout le monde se mette d'accord. Vous savez, quand il a été question il y a 3 ans de l'implémentation justement de la traduction, plutôt la traduction du code OHADA en anglais. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Justice n'aura pas dit vous êtes des Anglais, des anglophones, allez-y, faites, soumettez-nous, on se met d'accord avec les francophones. Je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre que les choses dans un système comme dans un pays comme le nôtre doivent être faites de concert. Le Cameroun et le Canada sont les 2 seuls pays au monde où il existe 2 langues, le français et l'anglais. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrons pas calquer ce qui se passe au Canada, où les 2 systèmes judiciaires cohabitent en parfaite harmonie. Et des choses devraient être arrêtées. On devrait arrêter de toujours vouloir forcément imposer la langue française ou bien le système judiciaire français. Regardez par exemple, et ça c'est l'un des griefs les plus importants que posent les avocats anglophones, c'est qu'ils estiment qu'un juge francophone qui doit rendre une décision, il devrait la rendre en anglais et selon les réalités de la common law. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord et à comprendre qu'il est urgent qu'on trouve une sorte de modus vivendi entre ces 2 systèmes et que cela puisse arranger tout le monde. Donc, voilà un nouveau début de bras de fer que nous sommes en train de vouloir commencer à vivre, alors qu'il suffit juste de s'asseoir, de discuter et de se mettre d'accord. Alors, parlant justement de ces langues officielles, la promotion des langues officielles, il y a une mutation qui a proposé un titre ce matin, le pouvoir file à l'anglaise. Oui, c'était un super titre. Comme d'habitude, nous gratifie désormais nos confrères de mutation. File à l'anglaise tout simplement parce que c'est une session, comme je le disais tout à l'heure, c'est achevé en queue de poisson. On n'a pas pu trouver un consensus sur le contenu même de ce projet de loi, ni même... il aurait pu être voté facilement, mais il a été opposé à beaucoup de résistance au sein même de l'hémicycle. Donc je pense que ce n'est que... c'est un projet de loi qui a été mal ficelé, parce que pour qu'un projet de loi arrive sur la table du vote, il y a des préalables. Et ces préalables devraient être, en l'état actuel de la crise sociopolitique du Cameroun, ils devraient être consensuels. Et vous savez qu'un tel projet de loi qui parle de la promotion des langues officielles est très délicat au moment où on vit une crise d'identité. On vit une crise qui tire ses sources de l'ambivalence de notre pays depuis la colonisation. Et je pense même que ce qui complique davantage l'application d'un tel projet de loi, c'est la notion de bilinguisme dans notre pays. Elle est essentiellement théorique. Certains ont l'habitude de se moquer en disant que c'est le Cameroun qui est bilingue, les Camerounais ne sont pas bilingues. Et c'est vrai, parce qu'un juge devrait logiquement parler à la fois le français et l'anglais. Et on n'aurait pas eu ces problèmes d'interprétation
de la common law ou de la civil law. Donc je pense qu'il faut se pencher sur cette question sérieusement afin que ce soit un juge, un avocat de la common law qui puisse valablement parler et le français et l'anglais, et que ce soit un juge civil d'obédience francophone qui puisse également valablement parler l'anglais et le français, et on ne serait pas, vice-versa. Voilà, et vice-versa, on ne serait pas confronté à ce type de blocus qui font qu'un projet de loi, bien que loi, soit malheureusement confronté à ce type de blocage. Alors, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être, c'est d'autant plus que, quand vous regardez, le système anglophone séduit énormément les francophones depuis un certain temps. Il y a une floraison extraordinaire d'écoles, de filières anglophones de ce côté francophone. Les parents, de plus en plus envoient les enfants. Ça veut dire que les parents n'ont pas attendu que ce soit l'administration, que ce soit le gouvernement qui leur demande. Les parents eux-mêmes ont compris la nécessité d'intégrer leurs enfants dans la réalité justement de ce bilinguisme qui, lui, fait du Cameroun une particularité. Mais moi, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que c'est le titre de mutation qui m'amuse. Filer à l'anglaise, c'est une expression que les Camerounais ne connaissent pas beaucoup, mais filer à l'anglaise, ça veut dire se défiler, c'est-à-dire que ce défilé de subrepticement, et cela traduit en réalité ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le gouvernement qui file à l'anglaise, et l'anglaise, justement, c'est parce qu'il y a un problème anglais. C'est-à-dire que c'est à ces différents niveaux que le jeu de mots de mutation est d'autant plus croustillant. Alors, laissons mutation pour parler de la une de l'Œil du Sahel ce matin. Mayo Sava, 17 personnes enlevées par Boko Haram à Mbreché. Le Mayo Sava continue toujours à faire parler de lui. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans qu'on entende parler justement de ces incursions, de ces razzias, de ces attaques nocturnes, parce que le modus operandi est toujours le même. Les bandes arrivent la nuit, elles fondent sur le village, elles commencent à piller les maisons, elles brûlent les villages, elles enlèvent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, elles arrachent l'argent et les troupeaux ils s'en vont. Le nouveau responsable du secteur militaire a certainement... Le général Salih Mohamedou va trouver un dossier assez difficile, parce que effectivement la presse parle de Boko Haram, beaucoup de gens sont persuadés que Boko Haram, mais je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas seulement Boko Haram, ou ce n'est même plus Boko Haram, mais c'est tout simplement une organisation mafieuse qui a plusieurs tentacules avec des bandes armées qui ont décidé de maintenir non seulement l'insécurité, mais surtout de s'enrichir sur le dos des pauvres populations. Et voilà, une fois de plus, après je ne sais plus quel village là, du côté de Moria, il y a quelques jours, maintenant c'est Bréché, et avec des personnes tuées, d'autres enlevées, et évidemment beaucoup de biens emportés. Donc, et c'est pour cela que hier j'étais en train de dire qu'il importe aujourd'hui que les autorités militaires trouvent un autre mode de lutte contre ces razzias. Il faut mettre des moyens spéciaux pour s'attaquer uniquement à ce phénomène qui est circonscrit dans l'extrême nord aujourd'hui. Et ce ne sera peut-être pas facile, mais moi je pense qu'on vient d'y envoyer un homme d'expérience, le général Sali, qui a longtemps combattu sur le fleuve, comment on appelle ça, le Cross River, du côté anglophone, avec les pillards du pétrole, et qui a géré le début de la crise anglophone. Donc c'est un homme de terrain qui sait ce que c'est que le terrain et des problèmes de terrain. Moi, je pense que c'est peut-être pour cela que c'est dans ce sens qu'on a envoyé maintenant de nouveaux hommes, aussi bien au sud, au nord-ouest, qu'à l'extrême nord, pour faire face à cette menace qui est de plus en plus permanente, mais de plus en plus lourde à supporter. Alors, je sais, mais on a quand même combattu le phénomène des coupeurs de route. On devrait également mettre un terme à cette affaire de Boko Haram aussi. Ou alors, ce sont des grands bandits, comme Camille il aime bien le dire. Le phénomène de semer la terreur. Oui, le phénomène de coupeur de route a été âprement combattu, mais je pense aujourd'hui qu'il n'a pas totalement disparu, parce qu'on annonce même encore des débilités de coupure de route, même à l'ouest. C'est sorti de la zone du septentrion pour se retrouver aujourd'hui à l'ouest. Donc, c'est un phénomène qui est résiduel. Et l'enlèvement de Mbreché prouve aujourd'hui que Boko Haram n'est pas mort. Boko Haram est encore là, il peut frapper quand il veut, il peut frapper où il veut, et avec n'importe quel matériel. 17 hommes, 17 personnes, c'est quand même 2 familles. Et vous savez, enlever 2 familles, ce n'est pas aisé. Donc ça prouve que la capacité de de Boko Haram est encore, même si elle n'est pas intacte, mais elle n'est pas sérieusement entamée, parce que déployer de tels moyens pour enlever 17 personnes et que vous ne vous fassiez pas retrouver, c'est quand même extraordinaire. Je pense que beaucoup de choses ont été faites, et le doyen a dit tout à l'heure que ça n'a pas été facile, ce ne sera jamais facile. Les moyens ont été mis en hommes, en argent et en équipement, mais la menace est toujours là. Je crois que le Cameroun devrait tirer un peu les leçons de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il y a pas seulement le Cameroun, l'Afrique centrale tout entière.
ils ont engagé des démarches diplomatiques afin que soit mis sur pied ce qu'ils ont appelé le G5 Sahel, même si aujourd'hui les résultats attendus ne sont pas escomptés. Mais ils ont créé également ce qu'on appelle un fonds de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que si vous voulez lutter contre le terrorisme, vous n'attendez pas le mécanisme du G5 Sahel afin que les financements viennent plutôt de vos partenaires occidentaux. Vous, au niveau sous-régional, vous créez un fonds qui vous permettra directement de lutter contre le terrorisme. Et je crois que le Cameroun qui est la locomotive de l'Afrique centrale et qui est fortement impliqué dans la lutte contre le terrorisme avec d'autres pays de l'Afrique centrale, devrait mettre sur pied ce type de mécanisme afin qu'il y ait un financement conjoint de la lutte contre le terrorisme. Et il faut également que la lutte, cette bataille contre le terrorisme soit quelque chose de mutuel. C'est vrai qu'il y a déjà des organismes de mutualisation de la lutte contre le terrorisme, mais il faut que ce soit davantage axé avec la nouvelle dynamique qui est aujourd'hui impulsée avec les G5 Sahel, mais avec le PS3 qui a été proposé par le président Macron. Parce que le terrorisme qu'on retrouve au Cameroun, c'est le même qu'on retrouve au Tchad, c'est la même chose qu'on retrouve au Burkina Faso et au Mali. Donc il faut mutualiser tout cela afin que cette lutte soit de plus en plus efficace. Mais sur le plan national, je crois que le gouvernement a mis tous les moyens pour lutter contre cette nébuleuse, en signant même parfois des accords contre nature avec le Nigeria qui leur permettent de les attaquer, voilà, de les attaquer des deux fronts, mais ça n'a pas toujours donné le résultat escompté. Certainement, le nouveau redéploiement qu'il y a eu avec les commandements territoriaux viendront certainement apporter un autre sens à ce combat. Oui, Kaminele, c'est pour sortir du sujet. Oui, pour sortir du sujet, je dirais que, uniquement, par exemple, c'est pour des moyens spéciaux, pas seulement des hommes spéciaux, mais de nouveaux moyens spéciaux. Alors, je vous invite également à lire dans la presse ce matin, parlant du quotidien Le Jour, qui parle de la demande de libération de Mamadou Mota qui a été rejetée. C'est le quotidien Le Jour qui le dit. Et le messager également, pourquoi Mamadou Mota reste en prison. C'est autant de titres également à découvrir dans la presse. Les explications sont contenues dans les journaux. Et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, messieurs. Tout en vous souhaitant également de passer un bon vendredi soir. Oui, on va danser la nouvelle chanson qui est à la mode, la chanson du Grand Barak. Allez, à lundi, 9h20 pour la première de la semaine prochaine. Au revoir.